à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, c'est toujours du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Pour commencer, bien dans son job, vous pensez que vous n'êtes pas créatif, eh bien détrompez-vous. Nous le sommes tous, parfois même sans vraiment en avoir conscience. On lève le voile sur les ressorts de cette mystérieuse créativité avec Drifa Choulet. Elle est coach de manager et de dirigeant d'entreprise. Smart et Réglo, notre séquence juridique. On s'intéresse aujourd'hui au télétravail et plus particulièrement au travail hybride qui mixe présentiel et distanciel. Mise en place, temps de travail, frais, conséquences environnementales. On fera le point avec une avocate sur toutes les questions de droit que soulève cette formule hybride. Dans le cercle RH, petite histoire du bureau. Oui, celui dans lequel nous passons de longues heures, parfois les yeux rivés sur l'écran de notre ordinateur. Signe des temps, notre bureau se transforme. Que dit-il de nos modes d'organisation, de notre rapport au travail, de notre rapport aux autres collègues et managers? C'est ce que nous verrons avec mes invités, un ethnologue, un psychologue, un professionnel de l'immobilier de bureau. Ils me rejoindront en seconde partie d'émission. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi avec cette question: l'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs? Beaucoup se la posent. Certains sautent le pas. La reconversion séduit et les candidats sont de plus en plus jeunes. Vous avez le programme, vous êtes prêts? Alors Smart Job, c'est parti. Bien dans son job et bien dans sa créativité, j'ai le plaisir d'accueillir Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour Fanny. Vous êtes fondatrice du cabinet Le Premier Jour. Vous avez passé 20 ans dans le monde bancaire. Vous êtes lancée dans le coaching de managers et de dirigeants d'entreprise. Vous êtes créatrice également du podcast et de la newsletter Manager au quotidien. Je ne suis pas du tout créatif, c'est une phrase que vous devez entendre très très régulièrement, non? Oui, alors très régulièrement et pas plus tard que ce matin. Et c'est en général suivi par « je ne suis pas créatif ou créative, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter ». Donc on associe finalement la créativité à l'art. Absolument. Et c'est le premier contresens qui donne lieu d'ailleurs à pas mal de malentendus. Et c'est de là que vient ce sentiment effectivement de manque de créativité, uniquement parce qu'on ne sait pas dessiner, jouer d'un instrument ou faire quelque chose associé à l'art. Oui, en fait la créativité est très largement dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, associée à une forme d'art. On est aussi, faut-il le rappeler, le pays de Descartes, donc avec quand même une grosse valorisation des êtres rationnels. De la raison. Et d'ailleurs, nous ne sommes que parce que nous pensons, selon Descartes. Donc voilà, moi j'invite vraiment, et je pense que c'est le sujet de notre entretien aujourd'hui, de redécouvrir cette créativité que nous avons tous. Donc déjà, voilà, nous sommes tous créatifs. Même dans des professions où finalement où c'est très normé et la créativité a finalement assez peu de place pour s'exprimer. Oui, en tout cas, elle n'est jamais nommée. Mais même les banquiers, les avocats, les médecins... Ceux qui ont vraiment un cadre, un support législatif ou en tout cas Absolument. Très encadré. Ou même des process. Mais un avocat ou un banquier qui va imaginer une solution nouvelle pour un client, qui va ensuite donner lieu à un nouveau produit, aura été créatif. En fait, la créativité est la première porte vers l'innovation. Donc, c'est faire émerger la nouveauté. Faire émerger la nouveauté, l'imaginer, pour ensuite la mettre en action à travers l'innovation. Et là, finalement, on sort de ce... Bon, on ne va pas venir sur un débat philosophique de l'art est-il utile, mais finalement, c'est quelque chose qui va être utile pour vous dans votre activité au quotidien, que vous allez faire émerger, et c'est ce qu'on appelle la créativité. Tout à fait. C'est une compétence, en fait, que l'on a et que l'on peut développer au même titre que d'autres compétences plus tangibles, entre guillemets. On parle beaucoup de neurosciences dans le management, Drifa. La créativité, c'est cerveau gauche ou cerveau droit? Il y a un gros débat sur... Il y a un gros débat. Alors, ni l'un ni l'autre, mon capitaine. On a d'abord ce gros débat sur je suis plutôt cerveau gauche, plutôt cerveau droit. En fait, les dernières recherches ont un peu démystifié la chose en montrant que aucune zone du cerveau, la gauche ou la droite, n'était plus activée qu'une autre. Et qu'au contraire, c'était la tâche qui activait à un moment donné l'un ou l'autre. Donc, la bonne nouvelle... Donc on n'est ni cerveau gauche ni cerveau droit, on sait faire fonctionner les deux. On sait faire fonctionner les deux, tout à fait. Donc ça dépend de la tâche. Dans nos métiers, dans le mien particulièrement, je pense au syndrome de la page blanche. Est-ce que le manque de créativité ou l'absence, en tout cas momentanée, peut être lié à la pression, à l'angoisse?
Oui, ça peut tout à fait. Alors peut-être juste un petit bémol, la créativité, ce n'est pas forcément la page blanche. On peut être créatif à partir de l'existant. Donc là encore, différentes formes de créativité. Oui, l'angoisse, la fatigue et le manque de curiosité peut-être. Le fait d'avoir le nez dans le guidon, d'être toujours sur son couloir de nage et de ne pas aller explorer les couloirs de part et d'autre, peuvent tout à fait mener à ce syndrome de je ne sais pas quoi imaginer. Vous parliez de nous comme être rationnels. Est-ce que la raison est vraiment un frein à la créativité, où on va se poser des barrières, de fait, et finalement, on va avoir l'impression d'avoir un mur devant nous, et effectivement, beaucoup plus compliqué de développer quelque chose d'autre, de nouveau. Alors la raison, ou peut-être les process, peuvent avoir ce côté rassurant de quelque chose qui existe, qui marche. Effectivement, se dire je vais aller explorer quelque chose de nouveau, je vais donc me montrer créatif, peut avoir quelque chose d'un peu déstabilisant et moins rassurant que quelque chose de effectivement purement rationnel, comme vous le dites. On va le voir après appliqué en entreprise, mais je pensais aussi à l'imagination. On dit souvent que les enfants ont l'imagination débordante, ils sont aussi très créatifs. Est-ce qu'on doit avoir un imaginaire très vaste pour être créatif ? Alors oui, les enfants ont cette liberté, justement. Ou une projection peut-être d'ailleurs. Oui. En fait, je crois que l'idée, c'est de partir de la curiosité. Et se dire qu'aller se nourrir de choses différentes de notre métier ou secteur habituel va générer des ponts, des concepts que l'on va venir marier à ce que l'on vit au quotidien et donner lieu à quelque chose de nouveau, justement. Donc si je vous suis, c'est que notre vie personnelle va pouvoir nous être utile à ce moment-là dans notre vie professionnelle, en développant éventuellement des activités qui nous permettent finalement de développer cette créativité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tenter de travailler notre créativité ? Alors, on peut lui faire de la place. Alors, comme vous le disiez, il faut déjà être peut-être pas trop stressé ou au moins reposé. Mais se dire comment nourrir cette créativité par des rencontres, par des podcasts, par de la lecture. Se dire, je lis tous les jours quelque chose de différent de mon secteur habituel. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de faire du sport sans forcément avoir quelque chose dans les oreilles qui nous met de la musique ou un podcast. Effectivement, écouter un podcast ou lire, ça peut même nous inspirer. Là, le sport, a priori, ne va pas nous inspirer, mais plutôt de permettre de faire un petit peu le vide, finalement, pour laisser les idées venir. Tout à fait. Observer simplement autour de soi, observer le monde, prendre un chemin différent pour aller au travail. Tout cela va amener des choses nouvelles que l'on va percevoir consciemment ou pas, mais qui vont venir à un moment donné donner lieu à de nouvelles idées, en fait. Vous disiez qu'on ne devait être pas trop fatigué, plutôt reposer, avoir le temps, laisser le temps. C'est pas forcément le cas dans une vie active. Comment on fait ? C'est pas forcément le cas dans une vie active, mais c'est trouver le moyen de caser à un moment donné. Alors, ce sera peut-être pas tous les jours, ce sera peut-être uniquement le week-end, ce sera peut-être uniquement pendant les vacances, mais de se donner ces bulles d'exploration de champs nouveaux. Et je pense par exemple à la méditation. Typiquement, c'est un exercice, peut-être une phase, je ne sais pas, 5-10 minutes qu'on peut s'accorder pour laisser aussi émerger de nouvelles idées. C'est un bon exercice de recentrage. Ce ne sera pas pendant cet exercice de méditation que les idées vont émerger, mais le fait même de faire le vide, parce qu'évidemment en méditation, on fait le vide, mais on continue à penser. Mais c'est peut-être là que vont se créer ces poches, en fait, d'apaisement, durant lesquelles ces petites nouvelles idées vont venir s'ancrer, en fait. Finalement, chacun a l'activité ou le moment qui lui convient. Oui, tout à fait. Généralement, effectivement, une activité où peut-être on décroche finalement quelque chose qui nous fait du bien. Le contexte de crise, j'y pense, a favorisé ou non notre créativité. On a été enfermés entre quatre murs, je pense au premier confinement. Certains ont peut-être profité pour écrire, pour avancer dans leur travail, quand d'autres n'arrivaient même pas à lire un livre. Comment on peut expliquer que finalement, ce même contexte, qui a été effectivement vécu différemment, mais qui sur la forme était le même, n'a pas été vécu de la même manière par tous ? Alors évidemment, les contextes d'entreprise sont très différents. Donc comme vous le dites, certains ont peut-être eu un peu plus le temps d'écrire ou de dessiner, quand d'autres ont effectivement été submergés de travail. Mais même dans les entreprises et les cadres qui ont été débordés, finalement, cette période a donné lieu à des choses nouvelles parce que la crise a nécessité cela. Et je voudrais souligner quelque chose, Fanny, c'est que, encore une fois, la créativité, pour moi, est la porte d'entrée vers l'innovation. Un certain nombre d'entreprises se disent innovantes, ou en tout cas disent vouloir favoriser l'innovation, mais le cadre d'entreprise n'autorise pas forcément, parce que très structuré, très processé, process, oui. la créativité.
Donc moi, j'inviterais toujours à faire ce lien entre la créativité, qui est la naissance de l'innovation, en fait. Donc toutes les entreprises ont intérêt à encourager leurs salariés, collaborateurs, Ouais. à être créatifs. Tout à fait. Comment elles peuvent l'être? Eh bien, peut-être justement en assouplissant, peut-être par moment, ce cadre de process, de suivi de règles. Les process, c'est très bien, les règles, c'est très bien, les procédures, c'est très bien. Mais autoriser justement une forme d'autonomie dans leurs collaborateurs et de leur permettre d'apporter des idées nouvelles. Et de les écouter. Et de les écouter idéalement. Évidemment. Être créatif, avoir conscience de l'être, c'est mieux. Hein. Est-ce que ça encourage un salarié à être épanoui, à être bien dans son job, justement? Ah oui, complètement. La créativité est un élément de confiance en soi, de se dire que on a une idée qui a permis à terme de créer un produit, de résoudre un problème. Donc oui, absolument. C'est tout à fait quelque chose une compétence qui, en se développant, donne confiance et en plus est utile à l'organisation. De nombreux salariés plébiscitent le télétravail parce que ça permet un meilleur équilibre vie pro, vie perso, un cadre peut-être plus serein où il y a moins d'interruptions intempestives. Ça, c'est côté pile. Et côté face, il y a des limites forcément. Et on dit que ça bloque la créativité de certains collaborateurs. D'où ça vient? Je crois que ce que ça bloque, c'est surtout la force d'un collectif. Parce qu'en télétravail, on est face à un écran, on a moins l'occasion d'échanger, et que de fait, le collectif, quand il se réunit, est plus en mesure de donner lieu à cette créativité. Parce qu'on échange aussi à distance, mais il n'y a pas effectivement ces rencontres inopinées autour de la machine à café, de la photocopieuse. Ce sont ces petits échanges qui nourrissent aussi la créativité. Oui, tout à fait. L'échange à travers l'écran se fait, mais purement transactionnel. On appelle pour parler d'un dossier, d'un problème, d'un client. Alors qu'effectivement, quand on se retrouve en collectif, au bureau, autour de la machine à café, les échanges sortent du cadre, justement. Et on a besoin de sortir du cadre, c'est très important. Merci beaucoup, Drissa Choulet, fondatrice, je rappelle, du cabinet Le Premier Jour. Merci d'avoir accepté mon invitation. On passe maintenant au droit avec notre séquence juridique. C'est Smart et Réglo et c'est tout de suite juste après ça. Full remote, travail hybride, le télétravail à la marge avant la crise sanitaire est aujourd'hui devenu incontournable ou presque, ce qui n'est pas sans soulever quelques questions juridiques. Bonjour Gépi Koudadj. Bonjour. Vous êtes avocate en droit social, enseignante à Paris 1, un nouveau cabinet à la rentrée, un cabinet que vous montez avec Gilles Berset, qui est professeur d'économie à Neoma Business School. Le nom de ce cabinet, c'est XO, c'est ça? EXO. EXO. EX. Pour Économie, foi sociale. Foi sociale, un cabinet d'un nouveau genre. Vous allez mêler deux disciplines Exactement. qui finalement sont complémentaires. Tout à fait. Nous allons mêler le droit et l'économie pour appréhender d'une nouvelle manière le droit social. Gilles Berset est un économiste reconnu, expert du marché du travail, qui a mené de nombreux travaux de doctrine en matière de droit social. Dans le prolongement de ces travaux, nous allons maintenant conseiller les entreprises et les organisations patronales en combinant droit et économie pour une nouvelle approche du droit social. Puis une réponse aussi aux enjeux qui se posent actuellement à ces entreprises. Télétravail, ça semble... alors, il était pratiqué avant la crise sanitaire, de manière quand même très limitée. On était 3 à 5% des cadres, c'est relativement peu. Ce télétravail semble avoir rendu obsolète certaines dispositions prévues dans le Code du travail. Il y a aussi des questions qu'on se pose. On n'a pas forcément la réponse. À commencer peut-être par sa mise en place. Ma première question que je vais vous poser, c'est est-ce que finalement on a besoin de l'accord du salarié si on souhaite, en tant qu'entreprise, mettre en place le télétravail, que ce soit en full remote ou plus largement, j'imagine, dans un modèle hybride? D'accord, très bien. Déjà, je pense qu'il faut distinguer deux situations. La période de crise sanitaire, comme nous la vivons actuellement, et puis le cas classique, donc avant la crise sanitaire. Pour aujourd'hui, le télétravail, on a des dispositions dans le Code du travail qui permettent à l'employeur de mettre
en place le télétravail, d'organiser ce mode de travail en cas de crise sanitaire, donc risque de pandémie, mais également en cas de force majeure. Donc c'est un risque exceptionnel. Exceptionnel. Et dans cette situation-là, la situation actuelle, l'employeur a la possibilité d'imposer le télétravail à un salarié. Dans les autres cas, le cas classique, le télétravail repose sur le double volontariat. Donc il faut l'accord de l'employeur, mais également l'accord du salarié. La période actuelle est parfois un peu compliquée. On ne sait pas si... Exactement, à quel stade on se trouve au niveau de l'urgence et au niveau de la crise sanitaire. Donc, de façon générale, il est tout de même mieux de mettre en place le télétravail dans le cadre d'un consensus avec le salarié, même en période de crise sanitaire. Ça facilite toujours les choses et de façon générale, les salariés sont très friands et volontaires pour accéder au télétravail. On parle de double volontariat, mais est-ce qu'on doit finalement formaliser, peut-être par un avenant au contrat de travail ou, je ne sais pas, un document qui formalise effectivement l'accord des deux parties, entreprises et collaborateurs? Alors, le Code du travail ne prévoit pas nécessairement un avenant au contrat de travail. Il y a un ANI qui a été négocié l'année dernière qui, lui non plus, ne prévoit pas d'accord écrit. Ceci étant, il recommande de recourir à un écrit. Donc, un avenant peut être mis en place, mais n'est pas indispensable. Un simple email qui formalise l'accord sur le télétravail est possible. Et qui fixe éventuellement, dans le cadre du travail hybride, peut-être le nombre de jours par semaine et... si c'est lundi, vendredi ou jeudi, mardi, on va aller dans le détail peut-être aussi. Voilà, exactement. Pour mettre en place le télétravail de façon générale, au-delà de l'accord individuel, il est recommandé en fait de mettre en place le télétravail de façon collective. Alors plusieurs manières peuvent être envisagées. Vous avez d'abord l'accord collectif. Donc là, c'est la négociation collective avec les représentants du personnel, les délégués syndicaux pour mettre un accord qui va prévoir le nombre de jours de télétravail, les modalités pour télétravailler, éventuellement le versement d'une indemnité dans le cadre du télétravail pour compenser certains frais ou l'indemnité d'occupation du domicile. Donc vous avez l'accord collectif. Ensuite, vous avez l'employeur qui peut mettre unilatéralement le télétravail via une charte. Donc ça aussi, on le voit dans de nombreux cas. Et enfin, le télétravail négocié de gré à gré, donc individuellement avec un salarié. Mais c'est vrai que pour avoir des règles qui sont collectives et uniformes vis-à-vis de tous les salariés, l'accord collectif ou la charte est préférable. On est d'accord que le télétravail n'a pas d'impact sur la durée de travail relative à un contrat, c'est-à-dire que si on est en 35 heures, même si on a 2 jours par semaine en télétravail, on reste sur la base des 35 heures semaine. Exactement. Le télétravail ne change rien à l'organisation du temps de travail et la durée du travail. Et là où la discipline économique est intéressante et les études apportent des indications utiles pour les juristes, c'est que en télétravaillant, les salariés augmentent leur productivité et d'après plusieurs études qui ont été menées, le temps qui est utilisé pour le transport est repris pour le travail. Donc, ce qui fait augmenter la productivité des salariés. Mais aussi leur temps de travail, après. Et voilà, et aussi leur temps de travail. Donc, on estime qu'un tiers du temps de transport est dorénavant destiné au travail. Donc, augmentation à des grasses matinées. Exactement. Donc, augmentation de la durée du travail dit attention, alerte pour l'employeur. Il y a une question de durée du travail et d'heures supplémentaires. Comment on peut l'encadrer à distance finalement? On ne sait pas exactement quand est-ce que le collaborateur termine. L'employeur est tenu de décompter, et ça c'est une obligation forte qui est prévue dans le Code du travail, de décompter le temps de travail de ses salariés. Donc, il faut mettre en place une mesure de décompte et qui doit aussi en même temps être cohérente avec la liberté qu'on laisse aux collaborateurs. Il ne s'agit pas de fliquer ses salariés. Oui, c'est ça, parce que la mesure de décompte, on imagine que c'est basé sur la bonne foi du collaborateur. Oui, alors ça va être du déclaratif. Ça peut être aussi un système de badge électronique. On peut imaginer plein de systèmes, mais ce qui est indispensable, c'est de comptabiliser la durée du travail dès lors que le salarié est soumis à un horaire collectif. Après, vous avez d'autres types d'organisation du travail. On peut individualiser oui, alors il est possible. Vous avez le forfait jour, là, qui laisse une plus grande latitude où on ne décompte plus les heures de travail. Donc, c'est très spécifique. Mais ça ne concerne que les cadres. Ça concerne les cadres et ça ne concerne pas tout le monde, bien évidemment. Et vous avez d'autres types d'organisation, comme les horaires individualisés, qui laissent
plus de marge de manœuvre. Vous avez des plages mobiles durant lesquelles les salariés peuvent commencer ou finir leur journée de travail et qui leur laissent plus de latitude pour gérer leur temps de travail. Et ça, c'est compatible avec l'organisation du travail hybride. Avec le télétravail, beaucoup de salariés ont décidé de partir vivre loin de leur bureau, de déménager. Cela concerne essentiellement les franciliens. Des RH qui se sont souvent retrouvés devant le fait accompli. Un tiers des DRH se sont rendus compte finalement que leurs salariés avaient déménagé. Baromètre de la NDRH qui a été publié en juin dernier. Est-ce que le déménagement, qu'il soit... si on s'en est rendu compte au dernier moment, ou alors même si on est avisé, est-ce que ça peut être un motif valable de licenciement ? Non, ça ne peut pas être un motif valable de licenciement. Dans la plupart des cas, nous parlons vraiment des cas généraux parce qu'on a une liberté fondamentale, c'est le droit de choisir le lieu de son domicile en fait. Donc l'employeur ne peut pas empiéter sur cette liberté. Donc un salarié est libre de déménager. Ceci étant, il doit accomplir son contrat de travail et sa prestation de travail de façon normale. Et en cas d'insubordination, par exemple, s'il ne vient pas travailler un jour au prétexte qu'il a déménagé et qu'il est trop éloigné, alors que son employeur a une urgence à gérer ou qu'il s'agit d'un jour où on ne télétravaille pas mais on travaille sur site, on peut imaginer la mise en œuvre d'une mesure de licenciement. Quelles sont les obligations en la matière de l'employeur par rapport à un salarié qui aurait déménagé ? Alors, l'employeur, par rapport à un salarié qui a déménagé, déjà, première obligation, ne commettre aucune discrimination envers ce salarié. Il faut quand même rappeler que le lieu du domicile est un motif discriminatoire qui est prévu dans le Code du travail. Donc, attention, tout ce qui concerne le déroulement de carrière, la formation, les employeurs devront être vigilants à ne pas distinguer les salariés qui ont déménagé loin de l'entreprise et ceux qui sont plus proches de l'entreprise. Premier point. Ensuite, on a toute la question qui concerne le remboursement des frais de transport collectif. Alors, si vous avez un collaborateur demain qui déménage à Perpignan, vous êtes tenu de lui rembourser 50% de son abonnement, par exemple TGV, comme si c'était un abonnement RATP et qu'il habitait toujours en Île-de-France. Par contre, il n'est pas tenu de rembourser, par exemple, des frais d'hébergement si, par exemple, on part sur la base de 2 jours par mois sur site. Voilà, non, exactement. Il y a lieu de distinguer. C'est vraiment l'abonnement au transport public. Donc, c'est une prise en charge à hauteur de 50%. On a beaucoup parlé de la question des frais professionnels. On pense notamment à l'équipement, au matériel informatique. On peut même aller plus loin, forfait Internet. Beaucoup d'employeurs ont improvisé dans l'urgence. Aujourd'hui, comment est encadré le remboursement de ces frais professionnels ? Alors en fait, la question du remboursement des frais professionnels était déjà appréhendée depuis longtemps par la jurisprudence du Code du travail. Donc ça, c'est un point sur lequel le télétravail n'est pas venu tout bouleverser. Et donc, dès lors que le salarié engage des frais professionnels et qui concernent son activité, l'employeur est tenu de lui rembourser. Donc ça, c'était prévu par la jurisprudence et c'est rappelé par l'ANI. Donc il y a une validation préalable de ces frais qui est souhaitable pour que ce ne soit pas des frais excessifs. Mais les frais professionnels, ça c'est une règle posée par la jurisprudence, rappelée par l'ANI. Les frais doivent être remboursés. Deuxième question qui s'est posée, c'est l'indemnité d'occupation du domicile. Certains salariés sont venus dire, moi je télétravaille de chez moi, j'aimerais qu'on me rembourse électricité, eau, loyer. Voilà. Et donc là, la question commence à se complexifier. Ouais. Donc tout cela doit, à mon sens, faire l'objet de dialogue et être négocié dans le cadre des accords collectifs de préférence qui sont mis en place dans les entreprises. Avant de nous quitter, et très très rapidement, la loi climat qui a été adoptée en août dernier modifie de manière importante l'émission du CSE dans les entreprises de plus de salariés, de plus de 50 salariés, avec une obligation, c'est une obligation, je crois, de prendre en compte les questions environnementales. Oui. Le CSE qui est convoqué dès lors qu'on veut éventuellement mettre en place le télétravail, sauf que l'impact environnemental du télétravail reste encore très difficile à cerner.
quelle mission du CSE sur la question environnementale dans le cadre de la mise en place ou non du télétravail? Voilà, alors donc là c'est une nouvelle question, mais en fait la question environnementale va se poser maintenant sur de nombreuses thématiques au-delà du télétravail. Mais concernant le télétravail, c'est vraiment effectivement, on ne sait pas encore très bien mesurer les conséquences environnementales du télétravail. Il y a eu plusieurs études, notamment de l'ADEME, qui disent que le télétravail peut avoir un effet bénéfique, mais pas dans l'absolu. Donc là, ça va être à chaque entreprise d'imaginer en fait comment mesurer ces conséquences environnementales. Je pense qu'on peut, sur la base d'enquête, demander aux salariés est-ce qu'ils ont déménagé, comment ils se rendent au travail, utilisent-ils les transports publics. Et peut-être favoriser effectivement les déplacements, peut-être en remboursant peut-être des frais liés, kilométriques, mais liés au vélo. Voilà, au vélo, le forfait mobilité durable. Voilà. Il y a toute une sorte de nouvelles modalités de prise en charge des transports des salariés peuvent être imaginées pour améliorer l'impact écologique du télétravail, parce qu'il y a moins de transport, certes, mais il y a aussi beaucoup plus d'utilisation d'infrastructures informatiques, de matériel informatique, et tout cela est polluant. Merci beaucoup, Gépi Koudadj, avocate en droit social dès janvier dans ce nouveau cabinet EXO et enseignante également à Paris 1. Merci beaucoup, Merci à vous, merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. Le cercle RH, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bureau. Un bureau qui a beaucoup changé ces dernières années, plus encore ces derniers mois. Individuel puis ouvert sur un immense plateau au doux nom d'Open Space, plus récemment et pour beaucoup à la maison, en télétravail. Et aujourd'hui en mode flexible, sans poste de travail attitré, des évolutions qui ne sont pas sans conséquences sur les organisations, leur fonctionnement, la dynamique des équipes et le bien-être des collaborateurs. On en parle sur notre plateau dans le Cercle RH, juste après cette courte pause. Fermé puis ouvert, à la maison, évolutif, le bureau organise la vie professionnelle et ses évolutions racontent celle de notre rapport au travail. Aujourd'hui, dans notre cercle RH, nous allons nous pencher sur notre environnement de travail. Un environnement plus mobile, plus flexible, est-il autant plus adapté, plus efficace, source de bien-être? Répond-il davantage à nos besoins? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec mes trois invités. Ils sont autour de moi. À ma gauche, Dominique Chepielac, bonjour à vous. Bonjour madame. Vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute et coach. Vous êtes le co-auteur de ce livre, Télétravail, la révolution du home office, paru aux éditions First, un livre coécrit avec Pascal Leroy, qui est le dirigeant de la société CRM. Laurent Assouli, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. Vous étiez déjà venu récemment, ethnologue en entreprise. Depuis un an, vous êtes même doctorant, c'est ça? Tout à fait. Vous menez une thèse sur les pratiques de la sobriété à l'ère de la nouvelle révolution climatique. Vous signez d'ailleurs de nombreuses tribunes sur lemonde.fr relatives à ce sujet. Frédéric Miquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général associé du groupe Cardam, acteur français indépendant et intégré de l'immobilier professionnel. C'est-à-dire que vous accompagnez vos clients de la réflexion à la concrétisation de leurs projets immobiliers. Et puis vous avez contribué également à un livre, Espace de travail, nouveaux usages et nouveaux enjeux, un livre de Delphine Minchella, paru fin novembre aux éditions Duno. Delphine Minchella, qu'on avait d'ailleurs reçue dans notre rubrique Bien dans son job il y a quelques semaines. Alors difficile de commencer cette table ronde sur l'évolution des bureaux sans évoquer la première révolution même majeure, le passage du bureau individuel à l'open space. L'idée est simple, venue des États-Unis, réunir des bureaux dans un espace ouvert, sans cloison. Un moyen, j'imagine, vous allez nous le dire, monsieur Miquel, d'optimiser l'espace et puis de réaliser aussi des économies. L'aménagement a totalement été bouleversé à ce moment-là. Est-ce que les entreprises françaises ont été très friandes de cette nouvelle organisation du travail? De l'espace et donc du travail? Vous l'avez évoqué, c'est une mode, si on peut appeler ça une mode, assez ancienne, ceci étant. Ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'on parle de l'open space, qui est arrivé du monde anglo-saxon et donc qui s'est diffusé dans le tissu des entreprises françaises, d'abord par les grandes entreprises. Typologie CAC 40,
la réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises dans la tranche PME ETI qui ne pratiquent que très partiellement ou à petite échelle ou sur petits open space. On ne voit pas du tout les mêmes choses que ce que l'on a pu constater dans l'univers anglo-saxon. Vous avez également derrière tout ça des questions de morphologie des immeubles de bureaux, tout simplement. Les immeubles de bureaux que vous trouvez en Amérique du Nord permettent de réaliser ces open space phénoménaux à la Dilbert. Voilà, parce que vous pouvez avoir des plateaux de bureaux très grands et qui sont presque carrés. C'est-à-dire que la question, par exemple, que vous retrouvez en Europe et en France en particulier, qui est celle de l'accès au premier jour, n'est pas une considération qui provoque beaucoup d'émotions du côté nord-américain. Donc voilà, déjà la morphologie même de ces espaces est quand même assez différente. Laurent Assouline, ce bouleversement de notre environnement de travail, pour certains, peut-être dans une moindre mesure dans les TPE, PME bien sûr, est-ce que ça a aussi bouleversé notre rapport au travail ? Ah oui, rapport au travail et travailler ensemble aussi. Oui, forcément. Moi, je m'intéresse à la façon dont les gens, effectivement, vivent ces nouveaux environnements. Et notamment, je m'intéresse à toute la rhétorique qui permet de justifier pourquoi ces environnements plus ouverts, plus flexibles, et notamment l'idée d'avoir des bureaux qui ne sont pas attitrés. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est un bouleversement complet. Il y a à la fois un discours d'entreprise qui consiste à dire que le salarié est un élément fondamental dans l'organisation de l'entreprise. Et en même temps, on lui raconte que finalement, pour son bien, eh bien, on va partager son bureau en 2 ou en 3. Donc vous voyez qu'il y a un discours antinomique et il y a une croyance qui consiste à dire, si vous voulez, que ces espaces ouverts vont favoriser la communication. Oui, ça a été l'argument majeur mis en avant d'ailleurs. Alors il faut se poser la question et faire le distinguo entre la qualité et la quantité. Effectivement, il va y avoir du flux informationnel. Mais c'est assez incroyable à l'ère du numérique où finalement on peut envoyer un mail, même à travers un open space. Oui. Finalement, on n'a pas forcément besoin d'enlever les cloisons pour communiquer. Oui, bah c'est justement, c'est tout, je dirais, le discours ambivalent de cette histoire. Et c'est toute la difficulté, je dirais, de notre affaire, c'est effectivement cette croyance de penser qu'en décloisonnant, vous allez favoriser la communication. Alors qu'en l'occurrence, un certain nombre d'études attestent plutôt le contraire. Le contraire, oui, finalement, on échange beaucoup moins. Parce que vous allez vous protéger, vous allez protéger vos informations, vous allez protéger votre espace privé. On va essayer de recréer un petit cocon, finalement. Oui, il y a des questions de proxémie. Il y a un anthropologue célèbre qui s'appelle Hall qui avait travaillé là-dessus. Et vous allez plutôt, effectivement, vous protéger. Et il ne va pas y avoir forcément, si vous voulez, avec des espaces ouverts, un accroissement de la communication. Il va y avoir un accroissement de la quantité des échanges informationnels, il va y avoir une baisse de la qualité des échanges informationnels. Peut-être moins de cohésion d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire vous allez échanger des choses qui ne sont pas très importantes finalement, qui sont futiles, mais les choses véritablement fondamentales dans la collaboration entre un salarié X et Y, eh bien, sans doute que ces échanges-là perdent en qualité quand vous laissez les espaces trop ouverts. Mais il faut aussi, pondérer. Il y a flex office et flex office, il y a espace ouvert et espace ouvert. C'est une question de degré, voilà, là, pas une question de nature. C'était déjà vraiment l'ouverture et abattre les cloisons, le flex office, on y reviendra. Alors je ne sais pas si c'est futile ou pas, dans la nature des échanges, mais j'aimerais qu'on commente avec vous, Dominique Chepielac, ces chiffres. Selon une étude Saint-Gobain Ecofond par OpinionWay, ça a été réalisé très récemment, début décembre, auprès de 600 salariés travaillant en open space, près d'1 salarié sur 2 ne supporte plus son collègue. 51% déclarent avoir des maux de tête, d'autres symptômes comme fatigue ou irritabilité. Plus d'1 salarié sur 4 veut changer de travail si les conditions actuelles de travail en open space ne changent pas. Ce sont les limites finalement de l'open space. On n'a jamais trouvé de solution à ça. Alors les solutions, j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les domaines. C'est l'enfer, c'est les autres, l'open space, de toute façon. Oui, les autres, c'est toujours l'enfer. L'autre en tant que différent.
On aimerait que tout le monde nous ressemble, ça c'est l'idéal, sauf que c'est pas possible. Généralement, moi je m'appelle un peu urgentiste dans les entreprises, mais pas seulement. Généralement, effectivement, je dis aux personnes qui me sollicitent, le travail c'est le gâteau. Et s'entendre, c'est la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas confondre les deux. Et effectivement, après ce passage en tout cas du télétravail, alors nous on parle aussi du home office, parce que le télétravail, ça a une dimension générique, le coworking, etc. Ça n'est pas vraiment chez soi. Enfin, donc au niveau juridique, c'est quand même important. Le fait d'avoir eu cette expérience chez soi, heureuse ou malheureuse, parce qu'après, il y a toutes les situations. On s'appuie beaucoup sur la dimension individuelle de la souffrance. Vous avez la souffrance au niveau des troubles musculo-squelettiques, etc., qui se sont accentués. Bref, tout ça pour dire que quand les gens reviennent, alors au début, ils étaient habitués à fonctionner d'une certaine façon avec des collègues qui toléraient plus ou moins, etc., ayant une opportunité de travailler autrement, ça devient insupportable. Donc forcément, j'ai envie de dire, les cartes sont redistribuées, rebattues, et en tout cas dans le travail que nous avons fait, parce qu'on était plusieurs, on parle de l'écologie, on parle du droit, on parle aussi de l'aménagement des bureaux. On s'est rendu compte qu'en fait, avec le home office et le travail, enfin, en fonction de votre positionnement par rapport à ça, les demandes sont devenues de plus en plus individuelles. Et donc, on revendique plus un confort. Et un confort dans les échanges avec les autres. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, je suis désolé, je n'ai pas retenu. Laurent, voilà. Tout ce qui est au niveau du open space, c'est un point très important, et l'influence américaine. Enfin, je veux dire, bien souvent on mélange les référentiels, on mélange aussi les moyens, et ensuite ça donne pas le même résultat. Donc, je pense que je serais très intéressé par la thèse de monsieur. En tout cas, il y a un référentiel qu'on n'a pas choisi, c'est le télétravail, puisque souvent on a été mis un petit peu en urgence au premier confinement. Tout d'un coup, si on était en open space auparavant, on a vu réapparaître des cloisons, on était chez soi. A priori, chez soi, on ne menait pas sa vie professionnelle. Pas toujours très bien vécu par les salariés, vous disiez, effectivement. N'était pas équipés de la même manière. Souvent, on avait les enfants aussi peut-être avec nous. Oui, et puis aussi, on oublie, on parle des salariés, mais on oublie aussi les dirigeants. C'est difficile aussi de tenir une boîte quand on est à distance. Nous, en fait, quand on a écrit ce livre, on s'est dit mais pourquoi prendre parti ? Enfin, je veux dire, la souffrance. En tout cas, nous, c'est un peu notre spécialité. La souffrance. Ce n'est pas l'apanage des salariés. C'est l'apanage de tout le monde. Enfin, je veux dire, quand vous changez les paramètres, c'est plus les mêmes repères, c'est plus les mêmes exigences, c'est plus le même lien, c'est plus le même accompagnement. Enfin, pour tout le monde, c'est compliqué. Et là, on s'est rendu compte aussi pendant d'ailleurs cette phase de télétravail massive, qu'on avait besoin de réengager finalement dans un espace ouvert. C'est ça aussi, c'est le lien, ça nous manque finalement, même si ça a des limites. Oui, absolument. Les sujets sur lesquels nous travaillons avec nos clients actuellement tournent souvent autour de ça. Comment assurer le lien social et ce que moi j'appelle le partage d'un système de représentation, parce que toutes les collectivités humaines fonctionnent, de bonne volonté je dirais, fonctionnent sur un partage de représentation. On croit globalement aux mêmes choses. Alors on va parler de sens de l'action, etc., etc. On parle d'une culture même, au large. On parle de culture, voilà, bon, il y a tous ces mots complexes qui sont là-dedans. Et donc effectivement, quand on se met dans un autre lieu, quand on éclate l'espace-temps de travail, donc que ce soit un tiers-lieu, que ce soit à la maison, quand on est nomade, ça peut être dans un train aussi bien d'ailleurs, on est exposé à ce risque-là. Je ne dis pas qu'il se matérialise chaque fois, mais on est exposé à ce risque-là qui est la perte de
du sens commun, mais c'est aussi la perte de la loyauté au groupe, à qui suis-je loyal. Il y a des tas de mécanismes de ce type-là qui se mettent à l'œuvre et qui sont assez déstructurants, en fait, qui sont déstructurants du fonctionnement collectif, mais qui sont aussi déstructurants de l'individu. Bon, c'est enfoncer une porte ouverte. Il y a des gens plus experts que moi sur le sujet que de dire que le travail structure la personne humaine, au moins dans nos sociétés. Oui, et la vie collective est un élément important de notre existence. Et donc, il faut faire attention à ça. Et donc, effectivement, une des nouvelles fonctions qui est maintenant exigée des espaces de travail où on ne va plus venir aussi souvent, on va ne plus venir régulièrement, peut-être moins régulièrement, c'est de recréer du lien, de recréer des représentations communes, donc de recharger symboliquement l'action, en fait. C'est un point sur lequel on insiste. Oui, excusez-moi, c'est un point sur lequel on insiste sur le livre. Je suis ravi de l'entendre sous cet angle-là aussi. Alors je ne vais pas revenir avec Freud, mais Freud, on lui avait posé un jour la question, c'est quoi être normal? Il disait aimer et travailler, Leben und Arbeiten. Et oui, le travail, c'est une identité sociale. C'est extrêmement important d'avoir une identité. Enfin, je veux dire, vous êtes ce que vous faites aussi. Cet aspect-là est important. Et lorsque vous travaillez chez vous, on n'est pas avec ses pairs. Ben, vous n'êtes pas. Et puis, alors il y a un autre auteur, je ne vais pas vous saouler avec mes références, mais vous avez un auteur comme ça qui travaillait en psychiatrie, qui s'appelait Jean Houry, qui parlait du temps informel, l'importance de la machine à café. Oui, bien sûr. Oui, ce sont ces petits échanges qui ne sont pas prévus. Mais qui sont essentiels, parce qu'on échange autrement. Vous avez, quand vous avez des échanges informels, c'est plus facile d'avoir l'aide de celui avec lequel vous prenez le café, la cigarette, etc. Par contre, si c'est formel, c'est moins naturel. Et puis c'est plus compliqué. Ça n'est plus une relation humaine, c'est une relation fonctionnelle. C'est pas le même type d'échange. Exactement. Et ce qui facilite le fonctionnel, c'est le personnel. Toujours, ça a toujours été comme ça. Vous voyez bien, les amis, vous êtes en entreprise, etc. La personne avec laquelle vous êtes lié, vous travaillerez mieux avec elle. Alors, nous, ce dont on s'est aperçu, alors par voie d'études, avec un terrain de quelques milliers de salariés, dont les nôtres d'ailleurs, c'est qu'en fait, dans cette situation de télétravail, alors certes, contrainte et forcée par la crise sanitaire, donc il faudra prendre du recul. C'est une situation qui était particulière. Exceptionnelle. Mais qui va laisser des traces comportementales. On s'est aperçu qu'en fait, tous les processus de travail qui étaient très cadrés, très balisés, se sont déroulés, parce qu'ils étaient formels, se sont déroulés à peu près sans encombre. On a suivi la marche. Tous les processus qui relevaient, qui nécessitaient des ajustements mutuels des parties, se sont effondrés. Et pourquoi ? Parce que les ajustements mutuels des parties, c'est justement la capacité à négocier de façon implicite et explicite, de s'ajuster à l'autre, de trouver des compromis, de trouver des terrains d'entente, etc., etc. Et effectivement, les situations de télétravail et typiquement les tunnels de visioconférence ont réduit la relation de travail à son formalisme le plus sévère. C'est ça. Oui, alors, beaucoup moins spontané derrière un écran. D'une productivité remarquable. Les réunions d'une heure duraient 1 heure. D'ailleurs, vous avez un petit truc qui vous annonce dans un coin de l'écran, vous n'avez plus que 5 minutes de temps de réunion. Voilà, mais ça a réduit. Donc tout le travail vraiment très opératoire, fonctionnel, s'est déroulé sans encombre. Tout le reste, alors, les sujets transverses, on parlait un petit peu plutôt de créativité, justement. En télétravail, la créativité fortement... Compliqué. Souvent, les processus de créativité sont des mécanismes de rebond. Et parce qu'on se nourrit des autres Exactement, aussi. Ce sont des mécanismes de rebond les uns sur les autres. Et parlant des échanges, il y a aussi la transmission. Dans cette dimension, alors bon, encore une fois, le travail home office, que ce soit les juniors ou que ce soit les stagiaires, comment voulez-vous transmettre? Comment voulez-vous créer un lien? Et puis tout à l'heure, vous parliez aussi en tout cas, nous, on a mis ça sous la houlette de l'identité.
de l'entreprise. Vous voyez bien que maintenant, vous avez les jeunes prometteurs, etc. On a beaucoup de mal à les recruter. Si vous n'avez pas d'identité dans la structure, c'est pas valorisant. Ni les attirer, ni les fidéliser. Et puis c'est pas valorisant pour eux. Enfin, je veux dire, en télétravail, ils peuvent travailler pour n'importe qui. Ça devient des mercenaires. Ce point est absolument vrai. Nous, on s'est aperçu donc, dans cette étude, quand nous étions en télétravail, qu'en fait, parmi les personnes qui étaient le plus en souffrance, c'était les jeunes. Oui. Qui sont demandeurs à la fois de mentoring, etc., je veux dire, parce qu'ils sont en phase d'apprentissage, mais aussi d'inclusion. Comment développer le sentiment d'appartenir à un groupe avec tout ce que cela contient de positif et de favorable. Et pourtant, ils sont... Si, en fait, mais on n'a jamais vécu avec ce groupe. Moi, j'ai intégré des gens... Ils sont nés avec l'outil numérique et oui, mais c'est pas un problème. Ils n'ont pas fait leur réseau social. C'est-à-dire que le cadre expérimenté, il a eu le temps de tisser un réseau relationnel dans l'entreprise. Le jeune qui arrive, il n'a pas eu le temps de faire ce travail. Donc, il se retrouve en distance. Et à distance, créer un réseau relationnel, c'est quasiment impossible. Donc il y a une inégalité, je dirais, de... expérience d'ailleurs professionnelle, parce que généralement, et puis quelque part, on arrive de l'école. Il faut qu'il soit... Ah oui, bien sûr. Il y a un rite de passage. Enfin, je veux dire, en fait, le bureau, l'environnement de travail aussi, c'est tout un ensemble de rites, de relations, et qui sont essentiels. Je voulais qu'on parle quand même un petit peu, avant de nous quitter, du flex office. On en parlait d'ailleurs avant la pandémie, nouvelle organisation de l'espace de travail. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Je pense que vous mettez en place du flex office chez Cardam. Oui. On arrive, j'ai pas de bureau. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est un peu plus complexe que ça, si je peux me permettre. En fait... Fondamentalement, les systèmes de flex office, parce que ce sont des déclinaisons sur une idée conceptuelle générale, ce sont des systèmes dits d'activity-based working, c'est-à-dire que je vais déstructurer l'espace de travail de façon à ce que toutes les fonctions dont j'ai besoin dans mon travail au quotidien soient servies par l'espace dans des endroits différents. Quand j'ai besoin de me réunir, j'ai des salles de réunion. Quand je veux me concentrer, j'ai une bulle, on appelle souvent ça une bulle, où je peux m'isoler, etc., etc. Et puis j'ai des endroits de convivialité quand j'ai besoin de faire de l'informel. Donc ces systèmes-là... Et ça doit répondre... Ça doit être on n'a pas un modèle unique. Non, il n'y a pas de modèle unique. C'est du très customisé. Et après, vous avez un autre paramètre qui est évidemment important, c'est jusqu'où est-ce que vous poussez le curseur. Donc, vous pouvez faire du partage de bureaux flex office avec un taux de 0,8, donc 0,8 postes pour un collaborateur, jusqu'à 0,3, ça c'est vu, et donc l'histoire est complètement différente. Et en fait, ce qu'il faut considérer là-dedans, c'est plusieurs choses. D'abord, souvent s'appeler pour le sentiment de liberté que ça procure. Dire je m'installe où je veux. Si je ne supporte pas mon voisin, ce qui peut être le problème de l'open space, et encore plus du bureau fermé partagé, je vais m'installer ailleurs, ça plaît. Puis je bouge. Et on sait que même les spécialistes des sciences cognitives vous disent que ça fait du bien de bouger dans la journée. On n'est pas configuré pour rester assis 8 heures par jour. Mais après, on s'aperçoit qu'il y a aussi des inconvénients. Ça ne crée pas justement des conflits, des tensions. Et les inconvénients, ils viennent à partir du moment où, en fait, on a mal à accompagner le projet. C'est-à-dire que si c'est uniquement... Il faut entraîner aussi les collaborateurs dans le shift culturel. Les former. En premier lieu, les managers, et surtout les managers de premier niveau. Si ce n'est qu'un débat de réduction des mètres carrés un peu brutal pour économiser du budget immobilier... Je dirais c'est un peu moche et c'est souvent un échec. Il faut accompagner. En fait, un système de flex office, c'est d'abord un système d'organisation du travail. De réflexion en amont. Un système d'organisation du travail. Et nous, les praticiens, nous appelons les fonctions RH autour de la table. On ne peut pas faire ça s'il n'y a pas un travail de fond sur les mécanismes de fonctionnement de l'organisation. Laurent Assouline, le flex office. Alors, le flex office, moi, ça me pose un souci, c'est que ça fait le déni des routines. C'est-à-dire qu'avoir des routines, s'asseoir à la même place, comme le font les étudiants. Oui, finalement, on fait comme avant.
Les étudiants, vous savez, ils s'assiedent toujours à la même place. Hein. Pourtant, ils sont jeunes et c'est pas des gros rabat-joie. Est-ce que c'est pas l'humain qui est routinier finalement? Mais bien sûr, c'est très important d'avoir des habitus. Ça sécurise. Aussi. Vous avez besoin d'être sécurisé. Vous ne pouvez pas sympathiser avec, si vous travaillez dans une grosse boîte, avec l'ensemble des collaborateurs. Donc vous avez besoin de sympathiser avec un noyau dur. Et ensuite, quand vous avez ce réseau relationnel, vous pouvez effectivement aller papillonner ailleurs. Mais l'idée de penser un peu simpliste qu'en changeant de place tous les jours, vous allez accroître votre réseau de sociabilité et vous allez faire connaissance avec un maximum d'individus dans la société, c'est vraiment, je pense que c'est une bêtise. Donc s'asseoir à la même place, d'ailleurs il y a beaucoup de flex office où vous avez la possibilité de vous asseoir à la même place. Et puis vous avez des flex office où vous ne pouvez pas vous asseoir à la même place parce qu'on pense qu'effectivement on va créer des routines et vous allez être effectivement un vieux rabat-joie. Donc non, s'asseoir à la même place tous les jours, ça ne rime pas forcément avec vieux rabat-joie. Ça manque pas de charme. Et nous, on a mené une étude, puisqu'on a une petite équipe R&D, on a mené une étude sur les invariants du comportement humain, parce que c'est ça que ça questionne. Est-ce qu'il y a des invariants? Eh bien oui, la bonne ou la mauvaise nouvelle, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a des invariants du comportement humain. Et effectivement, ça va parler de territorialité, de génération d'un territoire, d'ancrage. On va revenir à des choses... D'attaque de territoire, être né quelque part, être né quelque part, habiter quelque part. Et alors, il ne faut pas perdre de vue une chose. Bon, les sociologues le connaissent bien. La place que j'occupe dans l'espace, c'est la place que j'occupe dans le monde, assez fondamentalement. Hein. Donc alors, finalement, c'est assez révélateur aussi d'un fonctionnement de management qui soit vertical ou horizontal. Et puis vous pouvez avoir aussi les structures de personnalité. C'est-à-dire que vous avez il ne faut pas oublier ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas des paquets d'hommes. On est chacun tous différents. Si on gère les gens comme des paquets, forcément, ça va ruer dans les brancards et c'est normal. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains. Enfin, je veux dire, c'est un point essentiel à respecter dans un premier temps. Vous avez des personnes, le fait d'être à cette place, d'avoir certains repères, etc., ça leur permet d'être dans de bonnes conditions de travail. Et pour d'autres, non. Et si vous n'entendez pas ça... Absolument. Vous fichez tout en l'air et ensuite ça dépend des structures, des postes. Enfin, je veux dire, à chaque fois, enfin en tout cas nous dans le livre, on en parle. Il faut toujours un diagnostic. On parle de quoi, de qui. Donc pas se lancer dans l'aventure sans. C'est-à-dire que ne pas appliquer de recettes toutes faites. Exactement. En fait. C'est pas one size fits all. À chaque entreprise sa solution. Ouais. Désolé, le temps s'écoule et ça va très très vite. Merci en tout cas à tous les trois. Dominique Chépielac, docteur en psychologie, psychothérapeute et coach, Laurent Assouli, ethnologue en entreprise, et Frédéric Miquel, directeur général associé du groupe Cardam. Smart Job, c'est bientôt terminé, mais ce n'est pas encore fini. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Changer de cap, renverser la table, beaucoup en rêvent, certains franchissent le pas. Hein. La reconversion professionnelle, on en parle avec vous, Julien Morisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet BIS, un cabinet d'agents pour cadres et dirigeants. Vous êtes également le cofondateur du cabinet Chasseurs de Job. Exactement. Ce sont des professionnels qui recherchent pour leurs clients toutes et surtout les meilleures opportunités professionnelles. Pour leurs clients, ce sont un petit peu avec des mandats. Exactement, de recherche. 3 mois qui peuvent être renouvelables. Donc vous êtes un petit peu le Stéphane Plaza, comme dirait Arnaud Ardouin, de l'emploi. Exactement. Je tenais absolument à le placer. La crise a donné à certains l'élan pour entreprendre une reconversion professionnelle. Mais l'idée n'est pas du tout née avec la crise. Ça existait pas du tout. Auparavant. Non, la reconversion, ça fait longtemps qu'on en parle. Le bilan de compétences, ça fait près de 40 ans qu'il existe. Donc c'est pas une nouveauté. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la proportion. Pour donner quelques chiffres un petit peu comme ça en tête, il y a à peu près 20% de Français qui, depuis les 2 dernières années, alors surtout avec le Covid, mais ont initié une démarche de reconversion. Donc c'est quand même important. De la réflexion. De la réflexion. Et de l'idée. Et au-delà de l'idée. Et on va dire qu'il y en a 1 sur 2, donc, qui sont encore au stade de l'idée, mais qui pensent vraiment se reconvertir. Ce que je trouve plutôt assez bien dans un environnement économique qui bouge quand même beaucoup. En revanche, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que sur à peu près 20%, il y a un tiers qui concerne les 18-35 ans,
Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et encore plus étonnant, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un jeune sur 6 qui, après un master, au bout des 2 ans, veut complètement se reconvertir. Et ça m'a assez stupéfait quand j'ai regardé les chiffres. Comment on peut expliquer que justement les jeunes qui n'ont même pas mis un pied dans l'entreprise, n'ont pas commencé, ou alors vraiment très rapidement, comment ils peuvent avoir envie est-ce qu'on parle de reconversion professionnelle ou de réorientation? Alors en fait, oui, c'est une bonne question. Alors, il y a un peu des deux. Et pour justement ce qui va compléter un peu votre question, c'est que souvent ces jeunes disent, moi à 18 ans, je ne sais pas vous, mais on a pu changer. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on demande un peu ce qu'on veut faire. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc finalement, pour beaucoup, c'est la même réponse, c'est de dire je n'étais pas un mauvais élève, donc j'ai emprunté une voie, et puis j'ai voulu faire plaisir à mes parents, ça revient souvent. Et puis il y a aussi le regard un peu social. Donc j'ai embrassé ça. Et en fait, la première expérience, qui est la première expérience choc, elle marque un peu le contre-coup, et je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, ça explique. Mais il n'y a pas que ça qui explique. Donc ça ne s'est pas forcément très bien passé, ou c'était pas en adéquation avec leurs aspirations? Avec le fantasme, en tout cas l'imaginaire. Mais il y a aussi le fait de privilégier de plus en plus la vie perso et la vie pro. Et ça, le confinement a accéléré les choses. C'est-à-dire que certains se sont dit, dans une situation difficile, certains ne sont pas revenus au travail. Moi, j'étais avec un jeune RH qui fait partie de ces reconvertis, qui n'est pas revenu que du télétravail. Que du télétravail depuis 2 ans, donc ça rend complètement neurasthénique, du coup. Et c'est vrai que le rapport vie pro-vie perso, et on parle beaucoup de métiers qui ont du sens, fait que vous êtes amené à dire finalement, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie, pendant encore 42, 43? On va y réfléchir, et globalement, on va commencer à amorcer une dynamique un peu différente. Est-ce que justement cette quête de sens dont on parle tant, aussi l'envie de peut-être se raccrocher à quelque chose de l'ordre de la passion, est-ce que ça motive encore plus les jeunes? Alors, je vais vous faire une réponse un peu, j'allais dire en demi-teinte, non, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que le métier passion, le métier que vous rêvez de faire jusqu'à la fin de vos jours, c'est formidable. Je peux adorer les fleurs et me dire, est-ce que j'en fais ma passion? Et ça va faire la différence, en fait. Et j'aime parfois dire que le risque, en tout cas, quand on parle de reconversion, c'est le syndrome que j'appelle un peu Emily in Paris. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Tout à fait. Une jeune américaine comme ça, dans la mode, qui aussi, alors qui présente Paris, mais quand même très, très pointue, entre Panthéon, Saint-Germain-des-Prés et le Marais. C'est un peu cliché. Qui travaille dans la mode. Alors elle va vous dire, c'est une part de Paris. D'un côté, c'est une part de Paris, mais les Américains vont dire, cette vie est formidable. C'est un peu pareil parfois dans certaines reconversions où on va vous présenter le fleuriste, vous dire, mais c'est formidable sa vie. Oui, mais ce qu'on ne va pas vous dire, c'est les à côté. C'est-à-dire, je me lève à 6h, je termine à 23h, j'ai plus un salaire. Donc attention aussi. Donc ce que vous nous dites, c'est que derrière, on a peut-être une image idéalisée d'un métier. Et finalement, vous risquez de grosses désillusions. C'est Emily in Paris. La vie d'Emily in Paris, j'ai pas tout le monde en rêve, mais tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde a de l'argent. Exactement. Donc c'est la vie d'une jeune femme, en l'occurrence une trentenaire, je ne pense pas faire un jeu à l'actrice principale, et qui a une vie absolument flamboyante, mais qui existe, que certains ont bien sûr. C'est pas ça. Mais c'est de dire, ça concerne 10% des Parisiens. Et quelque part, la reconversion chez les jeunes, souvent l'écueil dans lequel on peut arriver, c'est finalement pourquoi et les inconvénients. Mais il faut aussi avoir en tête que dans le monde du travail, il y a aussi les frustrations, il faut savoir vivre avec. Et puis, il ne faut pas fuir une situation. Il ne faut pas se dire, je vais un mauvais manager, ça arrive, on en a tous eu, je crois, puis pas qu'un. Et donc, je vais changer complètement radicalement, et donc en changeant de secteur, d'univers, non, en fait. Et souvent, il faut revenir... Quelles sont les bonnes questions à se poser, en fait, avant de se lancer? Les bonnes questions, c'est justement les bonnes questions à se poser. La réponse, plus sérieusement, c'est de dire, finalement, c'est quoi votre priorité? Est-ce que c'est le salaire? Et c'est OK. Est-ce que c'est le statut social? Et c'est hyper difficile. Et souvent, ce que je peux parfois entendre, c'est il faut que j'arrive à faire abstraction du regard de mes parents. Parce que j'ai fait les études, ils ont compté sur moi, j'ai le bon poste, ils vont jamais comprendre pourquoi je dois devenir électricien. Jamais. C'est inexplicable. Mais c'est là, et donc, il faut couper un peu le cordon. On le coupe de plus en plus tard, le cordon. Oui. On est adulte à 30 ans. Mais à bout d'un moment, il faut. Donc on coupe le cordon tard et il faut se dire, tant pis, je vais leur expliquer que finalement, dans la vie, moi, ce que je voulais être, c'est ouvrir mon commerce. Ou je voulais être électricien. Et oui, j'ai fait des études et je vais pouvoir réutiliser intelligemment ces études-là, mais je vais faire autre chose. En revanche, il faut dire, quand c'est une passion, c'est-à-dire de réparer, c'est formidable. Mais si c'est de dire, je veux faire un métier de mes mains, mais sans en voir les inconvénients, notamment en termes de commercial, de clients, il risque d'y avoir quand même des lendemains qui déchantent. Donc attention. En revanche, ce que j'ai quand même tendance à inciter, c'est faites-le jeune. Pourquoi ? Finalement, on y arrive mieux? On est plus en capacité à rebondir? Disons qu'il y a moins de réflexes, vous êtes plus ouvert. Et puis par ailleurs,
vous avez moins d'enfants proportionnellement à 27, 28, 30 ans. On n'a pas toutes ces charges, 40, finalement, une famille, peut-être un crédit à payer. Exactement. Et vous avez moins ce stress de vous dire, si je change complètement de métier, que je gagne beaucoup moins ma vie, je vais mettre toujours moins en situation difficile. Et puis, le prestige social. Quand vous êtes directeur financier, qu'on vous a identifié depuis 20 ans, c'est plus difficile que lorsque vous êtes encore contrôleur de gestion. Donc oui, il n'y a pas d'âge. Je promets dire qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Mais le fait, disons... Si ça trotte dans la tête, pourquoi pas se lancer quand on est jeune? Au pire des cas, qu'est-ce qu'on risque? Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on ne le fait pas, on le fera pas forcément plus tard, on essaye. Et puis, c'est pas parce qu'on initie un projet qu'on est obligé d'aller au bout, mais initier la démarche, c'est déjà un premier pas vers. Alors lançons-nous. Exactement. Merci Julien Morisson, fondateur du cabinet BIF et cofondateur du cabinet Chasseur de Job. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Margot et Pauline qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ulysse à la réalisation, Alex au son. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, pour un nouveau rendez-vous de Smart Job. Passez une très bonne journée et à très vite sur Bismart.